Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous. Donc il est 14h, nous allons commencer cette conférence. Alors donc on va faire un exposé pendant environ 30 minutes et puis on laissera place à vos questions. De 14h30 à 14h45. Alors, je me présente. Je suis Madame Duvernin. Je suis directrice d'un CIO parisien. Et j'ai à ma droite et à ma gauche. À ma gauche, j'ai Madame Lombard de Buffière, qui est proviseure adjointe au lycée Jean Lurçat, qui est dans le 13e, et qui prépare à 9 BTS du domaine tertiaire, parce que c'est l'objet de la conférence. Nous allons détailler, voir la différence de l'un à l'autre, voir si il y a des compétences particulières attendues pour tel BTS par rapport à d'autres. Est-ce qu'il y a plus de pression dans Parcoursup pour certains BTS plus que d'autres? Et puis, j'ai à ma droite Madame Guillou, qui est enseignante en BTS NDRC. Alors, on va vous détailler l'intitulé de ces BTS, SAM, NDRC, GEA, MCO, Commerce international. Alors, Madame Guillou, elle est enseignante au lycée Bessières. Donc, le lycée Bessières, il a ceci de particulier qui ne fait que du post-bac. Donc, classe préparatoire et puis de nombreux BTS, de nombreuses filières. Il y a 11 filières de BTS. Donc là, on fait un focus. Alors, c'est une conférence qui est nouvelle cette année. On va faire un focus donc sur ces BTS-là pour voir ce qui les singularise. Donc, ça va être le fil rouge de cette conférence. Est-ce qu'il y a des spécificités de l'un par rapport à l'autre? Et est-ce qu'il y a des profils particuliers? Et comment faire le bon choix par rapport à ces BTS, sachant que un BTS, comme peut-être vous le savez, c'est une formation professionnelle en 2 ans. Et la part d'enseignement professionnel est important sur les 2 ans, parce que c'est 2/3 des enseignements. Alors bien sûr, après, il y a de l'enseignement général en langue, en français, en culture générale, etc. C'est important. Donc il y a en France plus de 100 spécialités de BTS. Donc c'est vraiment, ça va vous demander si vous êtes potentiellement intéressé par la préparation d'un BTS, vraiment se renseigner de façon très très précise sur le contenu du BTS, de façon à ne pas être déçu par la suite parce que ça ne correspond pas à vos aspirations. Donc, il faut être très vigilant. Et le site Parcoursup est très, très bien par rapport aux informations. Et cette année, les informations sont encore plus précises, j'ai remarqué, pour les BTS en termes de blocs de compétences. Donc, comme vous le savez aussi, un BTS se prépare dans un lycée. Donc, le milieu, vous le connaissez. Vous êtes tous issus de terminale, ou de première. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont éventuellement en réorientation, qui envisagent une réorientation? Non. Alors, je vais laisser la parole à peut-être Madame
Lombard de Buffière pour expliquer peut-être les spécificités de chacun, voilà, de ces BTS en termes de profil, en termes de et Madame Guillou complétera aussi et peut-être on va lui laisser, comme elle est enseignante en NDRC, peut-être lui laisser le monopole sur cette formation. Voilà, NDRC, MCO, CI, oui. et CCST aussi. D'accord. Voilà. Alors, bonjour à vous tous. Ce que j'ai peut-être commencé à faire à rebours, c'est de vous donner les invariants, c'est-à-dire ce que vous allez retrouver dans tous les BTS. Tous les BTS sont construits avec une partie d'enseignement qui est le tronc commun spécifique d'enseignement général, et il est composé de langues, alors soit une, soit deux langues. De façon générale, quasiment tous les BTS sont focus sur une seule langue. Certains BTS, comme le commerce international, sont sur deux langues. Mais en tous les cas, dans votre invariant, vous avez ça. Vous avez des langues. Vous avez ce qu'on appelle la culture générale. Et cette culture générale, en fait, c'est un mix entre ce que vous connaissez de trois matières, c'est-à-dire de la philosophie, de l'histoire-géographie et du français. Voilà. La culture générale, ça regroupe vraiment ces trois domaines, c'est-à-dire que vous allez travailler par thématique et qui vont vous permettre de faire des liens entre l'histoire-géo, le français et la philo. Voilà. Et vous avez une discipline qui s'appelle le CEJM, culture économique, juridique et managériale. Et ce CEJM, ce bloc CEJM, ça vous permet, en fait, pour les élèves qui sont en STMG, vous avez des cours de droit, d'économie, de gestion, de management, de RH. Et bien, en fait, CEJM, ça va reprendre un petit peu tout ça. Ça va permettre aussi aux étudiants qui ne viennent pas d'une filière technologique de se mettre au niveau de toute la base de ce que les élèves ont appris quand vous êtes en formation commerce, par exemple, ou alors en formation STMG. Donc ça, ce sont vos invariants. Les invariants aussi, ce sont les stages. Quel que soit le BTS que vous allez choisir, vous aurez des stages à faire. En moyenne, selon les BTS, entre 10 et 15-16 semaines. Ça dépend après de vos BTS, mais c'est une moyenne de 10 à 16 semaines sur vos 2 ans de formation. Vous avez tous la possibilité, quel que soit votre BTS, de faire un de vos stages à l'étranger. En BTS commerce international, c'est une obligation, mais dans les autres BTS, vous avez cette possibilité-là que peu d'étudiants prennent parce que c'est compliqué à trouver. Et ensuite, pour certains BTS, c'est compliqué parce que le droit du travail n'est pas le même en France ou dans d'autres pays. Typiquement, le droit du travail ou alors le droit commun. Par exemple, si vous faites un BTS assurance, les assurances ou la banque en France ne sont pas les mêmes que dans d'autres pays. Donc, pour certains BTS, c'est plus compliqué de trouver un stage à l'étranger, mais ça fait partie des choses que vous pouvez faire. Voilà. Dans les invariants aussi, il y a le modèle du contrôle continu, du CCF, du contrôle continu en cours de formation, pardon, j'avais un blanc. C'est en fait une façon de passer votre BTS tout au long de vos 2 années. C'est-à-dire qu'au cours de votre formation, vous aurez des moments où vous aurez des phases de BTS blanc d'évaluation qui peuvent être des modules d'évaluation orale ou écrite selon le type d'évaluation que c'est. Donc ça, en fait, ça vous permet de capitaliser des points pour les épreuves, pour additionner aux épreuves qui sont à la fin des 2e années, à la fin de la 2e année, c'est-à-dire au moment des épreuves finales de BTS. Voilà à peu près les invariants qu'il y a. Ça, ce sont les invariants dans les établissements publics, c'est-à-dire dans les établissements qui délivrent effectivement le diplôme du BTS. Petite insertion, faites attention à bien vérifier que l'école que vous choisissez ou que le lycée, alors pour le lycée c'est plus simple, mais pour que l'école que vous choisissez vous valide un BTS reconnu par l'État et non pas un bachelor ou quelque chose comme ça qui n'est pas un diplôme reconnu par l'État. Donc faites bien attention à ça. Donc
un des moyens de vérifier, c'est d'aller chercher sur Parcoursup. Hein. Il y a un petit logo bleu, voilà, qui l'indique, voilà, à chaque fois. Voilà, c'est vraiment très important. Et si vous voulez vous pouvez mettre un filtre aussi. C'est sur la gauche dans Parcoursup. Vous pouvez mettre un filtre, par exemple, établissement public. Voilà, vous pouvez très bien le faire. Je vous laisse commencer sur les différences, puisque maintenant que j'ai fait les invariants, je vous laisse. Et puis après, je reprendrai si vous le souhaitez. Très bien. Celui-là fonctionne. Bonjour à tous. Donc, juste pour confirmer un petit peu ce qui a été dit. Donc, effectivement, le BTS, comme vous le savez, c'est une formation en 2 ans qui est professionnalisante. Ça veut dire qu'à l'issue de ces 2 années, vous pouvez soit choisir de vous insérer dans la vie active, soit choisir de prolonger vos études en Bac+3, Bac+4, Bac+5. Vous avez en moyenne une 30aine d'heures de cours par semaine et effectivement entre 10 et 16 semaines de stage. Et en général, suivant les BTS, donc, vous pouvez venir aussi bien de Bac Pro, dans de plus en plus de BTS. Je vois parmi les 11 filières qui sont au sein de l'ENC Bessières, vous avez quasiment la moitié des étudiants qui viennent de Bac professionnel. Et l'autre moitié quasiment qui vient de STMG. Et vous avez quelques étudiants qui viennent de bacs généraux. D'accord ? Donc si vous êtes issu de ces filières, vous êtes pleinement... vous avez le profil requis pour postuler sur Parcoursup. Et vous trouvez dans Parcoursup les pourcentages, en fait... de recrutement en bac pro pour chacun des BTS, recrutement en bac techno, en bac général. Donc, vous pouvez vous faire une idée de la faisabilité de votre projet, enfin, de l'aboutissement de votre projet. À conjuguer, bien évidemment, avec d'autres critères comme vos résultats académiques, votre assiduité, etc., bien sûr. Alors, pour faire un petit focus sur les différents BTS qui vous permettent de vous former dans le domaine de la vente et un petit peu, je dirais, aussi sur le digital. Donc, vous avez notamment le BTS NDRC, donc négociation et digitalisation de la relation client. Dans lequel vous allez être formé à quoi ? Vous allez être formé à 3 choses. Vous avez 3 blocs professionnalisants. Le premier, c'est bien entendu tout ce qui est technique de vente pour vous permettre de devenir demain de bons commerciaux professionnels. Le summum des commerciaux étant ceux qui sont capables d'affronter en face d'eux des acheteurs en centrale d'achat de grande distribution. Où là, vous avez une forte pression sur les épaules et des contrats à l'échelle nationale, etc. Donc ça, c'est le premier bloc, donc, dans lequel les étudiants qui viennent de filières professionnelles, bac pro vente, commerce, ont pleinement leur place et ont même, je dirais, une longueur d'avance. Deuxième aspect auquel on va vous former, c'est tous les métiers et savoir-faire au niveau du digital. Il n'existe pas de BTS qui forme au digital à 100%. Si vous vous destinez à ces métiers en projet à plus long terme, faire une licence spécialisée dans le digital ou autre, NDRC est la meilleure filière. On va vous former à savoir créer un site internet, on va vous former à savoir gérer des réseaux sociaux et on va vous former à tous les savoir-faire autour du digital, à savoir référencer votre site e-commerce, à savoir créer un blog, créer des contenus pour publier sur le web. Voilà, et toutes les contraintes légales qui sont importantes à respecter pour diffuser sur le web. Et troisième bloc professionnel auquel vous serez formé, c'est sur tout ce qui est animation, organisation d'animation, donc une partie plus événementielle, je dirais, gestion de projet. Donc animation commerciale, animation d'un espace de vente, participation à un salon, etc. Mise en place de partenariats.
Donc même chose, il y a des contrats qui formalisent les engagements entre les partenaires. On vous apprend à gérer tout ça. Et on vous apprend aussi, on vous forme à la vente à domicile, donc qui est une autre famille, si on peut dire, de métiers commerciaux. Donc voilà pour ce qui est du BTS NDRC, bien entendu, pour postuler en termes de qualité, je dirais, personnelle, c'est important d'avoir une bonne aisance relationnelle, d'aimer le contact avec les autres. Là où je mettrais un petit bémol, c'est qu'on a parfois des étudiants qui sont assez réservés en début d'année, un petit peu timides, mais on préfère ce type de profil parce que la qualité numéro 1 d'un commercial, c'est avant tout l'écoute. Donc, quelqu'un qui a une bonne écoute pourra devenir un bon commercial, même si au départ, il a quelques appréhensions, et c'est bien naturel à prendre la parole face à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Donc NDRC, pour faire simple, en termes de vente, parce que je sais que parfois il y a des confusions avec MCO où la différence est mal perçue. Donc entre NDRC et MCO en termes de technique de vente, l'un est l'inverse de l'autre. Je m'explique. En NDRC, on va vous apprendre à prospecter. C'est-à-dire qu'on va vous apprendre à trouver des sources de contacts qualifiées qui peuvent devenir demain vos clients. On va vous apprendre à décrocher le téléphone, à savoir prendre la parole avec une personne que vous ne connaissez pas, à faire un entretien de vente, etc., pour convertir la personne en client. En MCO, vous avez la démarche inverse, c'est-à-dire que vous êtes vendeur dans une boutique, dans un magasin, une unité commerciale, voilà, tout ça c'est des synonymes, et vous accueillez le client. Donc il vous faut un esprit de service, etc. Mais la démarche est complètement inverse, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas d'aller prospecter, d'aller chercher des clients pour la boutique. Vous êtes là pour recevoir les clients une fois qu'ils arrivent. D'accord ? Autre différence, MCO vous forme. Donc autant en NDRC, vos futurs métiers, ça va être d'être commercial sur le terrain au départ, puis chef des ventes, puis peut-être directeur commercial. Ou alors dans les métiers du digital, community manager, voilà, tous les métiers du digital, faire du référencement, vendre de la publicité pour des campagnes digitales et autres. Autant en MCO, on va vous former à tous les métiers qui ont trait à la vente en boutique. Donc depuis le fait de débuter en tant que vendeur dans une boutique, puis devenir assistant de direction d'une boutique et à terme diriger une boutique. Donc ce que vous avez en MCO que vous n'aurez pas en NDRC, c'est tout cet aspect déjà gestion justement d'une boutique, donc gestion avec des bilans, etc. Et vous avez donc des aspects sur le merchandising de la boutique qui sont aussi beaucoup plus développés, bien entendu. Et tout ce qui est management d'équipe aussi, pour former, encadrer, coacher vos équipes, les faire grandir, etc. Donc, vous avez ces trois aspects qui sont très importants en MCO. Alors, que ce soit en NDRC ou en MCO, vous avez une seule langue étrangère obligatoire. Vous pouvez prendre une deuxième langue en option. NDRC, vous avez 16 semaines de stage qui sont réparties en 3 périodes. Et MCO, vous avez 12 semaines de stage. Alors, il y a parfois des périodes assez courtes. MCO, ça peut être 1 ou 2 semaines de stage en boutique pour vous permettre d'avoir tout un panel de boutiques dans lesquelles vous aurez travaillé, de varier vos secteurs d'activité, etc. Voilà, on va peut-être s'arrêter là pour l'instant sur ces BTS. Ceux qui veulent en savoir plus sur le BTS CI, tourisme ou autre, n'hésitez pas.
Là, nous avons vu donc deux, je crois que c'était très clair, je vous remercie, les différences entre ces deux, vous m'entendez, entre ces deux BTS. Peut-être je peux redonner la parole à Madame Lombard de Buffière par rapport au BTS, et puis vous pourrez compléter, parce que vous l'avez aussi à Bessières, commerce international. Oui. Voilà, c'est cette spécificité qui est un troisième BTS du secteur commercial. Alors, dans le BTS commerce international, il y a deux mots. Il y a commerce et il y a international. Souvent, quand on voit des étudiants sur les salons ou aux journées portes ouvertes, la population des étudiants vient souvent parce qu'ils ont envie de faire des langues. Parce qu'en commerce international, il y a 2 langues à utiliser et qui sont enseignées. Mais attention, le BTS commerce international, c'est en premier lieu un BTS commerce. Donc de la même façon qu'en BTS MCO et en BTS NDRC, vous allez avoir toute une partie de vos enseignements autour de l'apprentissage du commerce. Et ensuite, un module spécifique en plus, ou alors intégré au fur et à mesure des apprentissages sur l'internationalisation des relations clients et du commerce. Donc avec toutes les problématiques des droits de douane, de passage de frontières, de transfert de marchandises, etc. Et la particularité du BTS commerce international, c'est que vous avez un stage qui est un stage à l'étranger. Ce stage à l'étranger, il vous permet de mettre en œuvre vos compétences en langue, mais aussi en commerce. Ce stage à l'étranger, vous pouvez obtenir une bourse pour vous aider à le financer. Mais à partir du moment où vous faites votre BTS dans un lycée public, c'est à vous de financer la partie hébergement, transport, trajet sur place, etc. Donc, même si le BTS commerce international est un BTS dans les établissements publics qui est gratuit, vous avez quand même des frais qui sont à prendre en compte. Voilà. Et quelle durée les stages Alors, à l'étranger? À l'étranger, en fait, c'est... Dans notre établissement, en tous les cas, c'est 8 semaines pour Bessières. Oui, voilà aussi. En général, on se dit que partir moins de 8 semaines, c'est compliqué parce que c'est un déplacement qui est loin, qui est cher souvent. Donc 8 semaines, et en plus pour les entreprises, ça a peu de sens parce que le temps que vous arriviez dans le pays, que vous vous acclimatiez au pays, que vous vous acclimatiez aux nouvelles conditions de travail qui ne sont pas les conditions de travail qu'on a en France, 8 semaines, c'est le minimum en général. Oui. Ce stage, il se fait sur la fin de la première année. En général, pendant que les deuxièmes années passent leur BTS, les premières années, vous partez à l'étranger. Donc, c'est entre avril et juillet, selon les établissements. Ça doit être à peu près au même moment. C'est au même moment et sur la même durée, voilà. Pour une raison supplémentaire. Donc, ceux qui sont intéressés par commerce international, je vous conseille de regarder si les établissements qui dispensent le BTS sont des établissements Erasmus+. Oui. S'ils sont Erasmus+, ça veut dire que vous pourrez bénéficier d'une bourse Erasmus qui financera une partie, pas forcément en totalité, votre stage à l'étranger. Et pour bénéficier de cette bourse, il faut effectivement partir au minimum 8 semaines. C'est ce qu'impose l'Union européenne. Donc d'où les stages internationaux de 8 semaines. Donc, dans votre motivation, si vous demandez commerce international, c'est une dimension qu'il faut envisager et ne pas pour ne pas dire ah ben non, moi c'est pas possible. Il faut avoir l'envie, de faire 8 semaines, c'est quand même c'est long. Et puis il y a 2 langues obligatoires. Voilà. Ce qui veut dire aussi, c'est que quand vous recherchez votre stage à l'étranger, vous allez vous trouver à avoir des entretiens d'embauche avec des patrons à l'étranger. Donc ça veut dire des entretiens via Zoom, WhatsApp, enfin tous les outils modernes, mais ça veut dire qu'il faut que vous soyez capable de pitcher votre projet en anglais, de vous présenter en anglais. Et donc, au-delà de vos résultats purement scolaires en langue, il faut que votre
aisance à l'oral soit réelle. Parce qu'on peut être un très bon élève en anglais, mais en anglais scolaire, et pas du tout être à l'aise dans la discussion et dans l'interaction avec un chef d'entreprise qui, lui, très pragmatiquement, n'a pas besoin de vous pour être en vacances. Il a besoin de vous pour travailler et pour développer sa dimension internationale. Donc, il cherche un collaborateur. Il ne cherche pas juste un stagiaire. Voilà. Donc, c'est un moment qui est important dans votre prise de décision pour aller vers ce BTS Commerce International, parce que ce pitch de fin d'année de préparation d'entretien pour votre stage à l'étranger, vous le préparez tout au long de l'année, et c'est vraiment un élément important de la formation linguistique. Et du reste, vous avez des cours qui sont des cours à la fois en langue et en commerce. C'est-à-dire que vous avez un module de formation qui est co-animé par votre professeur de commerce et par vos professeurs de langue, et qui vous permettent d'apprendre à être à l'aise sur la dimension internationale. Voilà. Et vous familiarisez effectivement à écouter de l'anglais oral et à faire de la prise de notes sur des cours en anglais. Et avec un vocabulaire spécifique aussi, qui est un vocabulaire que vous n'abordez pas en pré-bac, parce que c'est un vocabulaire tellement spécifique que c'est vraiment de la nouveauté. Donc ce BTS Commerce International, il est chronophage en travail à la maison. Il faut être très clair là-dessus. C'est un BTS qui demande de l'investissement. Alors, ce qui ne veut pas dire que les autres n'en demandent pas, hein, ce n'est pas mon propos, mais c'est un BTS qui est lourd en volume horaire et en investissement à la maison et en temps de travail et en démarche aussi individuelle. Parce que trouver un stage à l'étranger, ça demande du temps, ça demande de vous investir et ça demande Alors, une petite chose très bête, hein, mais il y a un décalage horaire. Donc, ça demande parfois de faire des entretiens tard le soir ou très tôt le matin. Ça demande d'être un peu souple dans la gymnastique de ses études. Et un paramètre qu'il faut de ce fait que vous preniez en ligne de compte, c'est la distance entre votre domicile et le lieu de formation. Parce que tous les ans, nous avons des élèves qui postulent et qui ont parfois 4 heures de trajet par jour. Et en fait, ça épuise et vous vous mettez vous-même en difficulté. Donc, soyez vigilants. Et alors ça vaut pour le commerce international, mais ça vaut pour tous les BTS et toutes les formations post-bac. Attention au temps de trajet, ça paraît simple quand il fait beau au mois de juin parce que c'est agréable, mais quand il fait nuit à 2h ou à 3h de l'après-midi, qu'on s'est fait saucer comme on peut se faire saucer en ce moment, se rajouter 4 heures de trajet par jour, vous allez voir que c'est très lourd. Et vous avez des temps de travaux en groupe aussi, donc il faut aussi intégrer ça dans votre routine de travail. Donc tout ça fait que la distance avec votre lieu d'habitation est importante, est à prendre en ligne de compte. Vous avez les lieux sur Parcoursup, vous avez toutes les informations, et il y a même un système de génération en fait, de temps de trajet, de distance, donc utilisez-le. Ce qu'on peut vous dire surtout, c'est que c'est votre avenir à vous. Prenez le temps de le construire. Prenez le temps de vous balader sur Parcoursup. Prenez le temps de vous poser la question de savoir qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, qu'est-ce que je veux faire plus tard. Après, même si vous vous trompez, c'est pas grave parce que dans 10 ans, on vous demandera pas combien de temps vous avez mis pour avoir un BTS, si vous avez mis 2 ans ou 3 ans. Mais par contre, il faut que vous sachiez ce que vous voulez faire et ça, c'est important. J'insiste aussi sur l'importance d'aller aux journées portes ouvertes. Alors ici aujourd'hui il y a un village BTS, mais c'est très important d'aller aux journées portes ouvertes, des établissements que vous trouvez d'ailleurs quand vous dans le moteur de recherche vous mettez un BTS, là vous mettez un établissement, ça apparaît sur la première page. Donc, peut-être vous pouvez sentir quelque chose de l'ambiance de l'établissement, des locaux qui vont peut-être plus vous plaire dans un endroit ou pas un autre. Il y a des établissements où il y a peu de BTS. Il y a des établissements comme à Bessières où il y en a 11 parce que c'est un établissement qui est post-bac uniquement. Donc, c'est sans doute pas la même ambiance que dans un établissement où il y a un seul BTS ou 2 BTS. Donc, c'est à vous faire une idée de ce que vous attendez des études.
Et en fait, vous devez vous mettre dans une posture réflexive. Vous demandez peut-être quand vous lisez des informations dans le Parcoursup, parce que Parcoursup, ça sert à la saisie des vœux, donc à partir du 15 janvier. Mais ça demande un préalable. C'est-à-dire que depuis le 18 décembre, les formations ont été actualisées. Donc peut-être prenez des notes, faites 2 colonnes avantages, inconvénients, peut-être pour réfléchir. Ça aide parce que il y a des étudiants, on le voit, en BTS qui d'emblée vont se dire ah ben non, ça me plaît pas. Donc, bien réfléchir à votre motivation, bien vous renseigner sur le contenu et les mettre en parallèle à vous, ce que vous attendez des études. Voilà, c'était une parenthèse. Et pour rebondir sur ce que disait Madame Duverneuil, effectivement, je vous encourage aussi à venir aux journées portes ouvertes des établissements qui vous intéressent et à le mentionner dans votre lettre de motivation sur Parcoursup. J'ai rencontré tel enseignant. J'ai pu échanger avec des étudiants de la filière. Donc ça, mentionnez-le absolument dans vos lettres de motivation. Je dirais pour nous, c'est important déjà de s'être présenté au JPO. C'est un signe de motivation. Et donc de le mentionner, ça fait partie des étudiants qu'on aura tendance à mettre plutôt en tête de liste, on va dire. Je pense que vos professeurs vous ont expliqué comment ça fonctionne Parcoursup, mais vous avez déjà une première... l'algorithme travaille pour vous classer selon vos notes, parce que ça, ce sont des chiffres, c'est du mathématique, donc ça, c'est facile, l'algorithme, il sait faire. Par contre, l'algorithme, il n'ouvre pas vos lettres de motivation. Donc après, chaque dossier est ouvert, chacun de vos bulletins est lu. Donc, attention aux appréciations que les professeurs vous mettent. Et chaque lettre de motivation ou parcours motivé est lue. Et ne faites pas une lettre ChatGPT parce qu'on a l'habitude, on sait les détecter. Ne prenez pas de lettres pompées sur Internet parce que ça aussi, vous imaginez bien que les professeurs de BTS, ils sont pas complètement idiots. Ils lisent suffisamment de lettres de motivation pour se souvenir des formules qui reviennent X fois, et de toute façon, plus votre lettre de motivation est personnelle, plus elle reflète votre parcours de réflexion. Pourquoi ce choix de BTS? Qu'est-ce que j'envisage après ce BTS? Pourquoi est-ce que je me projette dans ce lycée ou dans cet établissement-là? Pourquoi ce lycée et pas celui d'à côté? Enfin, voilà, tous ces éléments-là peuvent vous permettre, même si votre niveau scolaire ou vos dossiers scolaires est un peu bancal, ça peut vous permettre de gagner 10 places parce qu'en fait, les professeurs, ensuite, notent votre lettre de motivation, notent votre bulletin, mettent des coefficients à certains items et s'ils ont décidé, et ça c'est un choix pédagogique de l'équipe des BTS, s'ils ont décidé que la lettre de motivation était l'élément déterminant, une lettre de motivation personnalisée, très montrant exactement ce que vous souhaitez, dans ce cas-là, on vous mettra le plus gros coefficient et vous remonterez mécaniquement dans la liste et ensuite on vous sélectionnera. Il faut que vous sachiez qu'en moyenne, on a 3500, 4000 dossiers pour 35 places dans les BTS tertiaires sur Paris. Voilà. Donc c'est une sélection qui est effective. Ce sont des formations qui sont sélectives et c'est un vrai challenge d'arriver à rentrer dans un BTS public à Paris. Tout à fait. Donc les proportions au sein de l'ENC Bessières, donc beaucoup des 11 BTS sont dédoublés au sein de l'ENC, donc ça veut dire que vous avez 2 classes de première année et 2 classes de deuxième année, ce qui veut dire que vous avez quasiment 80 places ouvertes, mais à nouveau pour effectivement plus de 5000 candidatures. Donc vous imaginez, les 5000 candidatures sont réparties entre les enseignants de l'équipe pédagogique, où on regarde absolument tout dans vos dossiers. Donc renseignez tout votre profil sur Parcoursup, y compris
vos activités sportives, etc. Si vous avez des passions, si vous êtes à un certain niveau de compétition sportive, voilà, tout ça, c'est important pour nous. Parce que ça donne des compétences transverses aussi, ça s'appelle comme ça, qui vont nous dire si vous avez le profil ou pas pour certains BTS. Donc c'est important. Et on regarde vos bulletins de première et de terminale. On regarde à la fois les notes, mais on sait que d'un établissement à l'autre, il peut y avoir 2 points, 3 points, voire au-delà, de différence de moyenne pour un même niveau, en fait, d'étudiants. Donc, ce qu'on regarde surtout, ce sont effectivement les appréciations de vos professeurs. Donc, le comportement, l'absentéisme et votre sérieux, si vous êtes actif à l'oral, etc. Tout ça sont des paramètres qu'on prend en compte. Alors, ça fait partie de la démarche. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenantes? Alors, c'est difficile de commencer la première question, mais voilà. Alors, on vous écoute. Alors, on vous apporte un micro. Voilà. La jeune fille, là. Voilà. Ok, merci. Du coup, en fait, il y avait une question par rapport au BTS SAM. Je sais que c'est la continuité de la RH, mais je voulais savoir par rapport aux débouchés, ça serait quoi et on peut faire quoi, par exemple, pour continuer les études plus tard, si on veut faire peut-être une licence ou un master. Bien sûr. Et les métiers aussi. Alors, le BTS SAM, effectivement, vous pouvez continuer. De toute façon, que ce soit le BTS SAM ou tous les BTS de façon générale, après le BTS, vous pouvez enchaîner sur différentes possibilités. Vous avez ce qui est la continuité assez logique, c'est la licence professionnelle. Quasiment tout le temps, elle se fait en alternance. Et ensuite, vous pouvez intégrer un master aussi. Mais vous pouvez aussi, à l'issue d'un BTS, intégrer ce qu'on appelle une section ATS, adaptation technicien supérieur. C'est en fait une année de transition qui vous valide une licence. Donc, c'est une année qui est validante. Elle valide une licence et aussi elle vous permet de préparer les concours d'entrée aux grandes écoles. Quelle que soit l'école, ça peut être une école de commerce, une école de communication, une école de journalisme. Donc ça, cette année, ATS, il y en a très peu dans Paris. Nous, on en a une dans notre établissement. C'est une année qui est vraiment intéressante parce qu'elle vous permet cette transition entre l'enseignement qui est professionnalisant du BTS vers les attendus des grandes écoles qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc ça, vous avez cette possibilité-là. Donc en fait, en sortant du BTS, vous avez la possibilité d'aller sur le marché du travail. C'est une première possibilité. La possibilité de faire une licence. Alors après SAM, vous pouvez faire une licence RH, vous pouvez faire une licence GEA, gestion des administrations. Enfin, voilà, c'est assez large. Et puis après, vous pouvez avoir aussi tout un parcours de préparation aux grandes écoles. L'intérêt du BTS, c'est qu'il vous sécurise un bac plus 2. Il vous permet aussi, si vous n'avez pas encore d'idée très précise de ce que vous voulez faire après, au moins d'avoir un diplôme, de ne pas rentrer à la faculté et puis d'errer un peu dans des formations où vous n'êtes pas sûr d'aimer et puis avoir... En BTS, vous êtes suivi par vos professeurs, vous êtes tenu, encadré. Donc si vous flanchez, on est là, les équipes pédagogiques sont là, vous avez des CPE, il y a du monde qui vous encadre et qui vous aide à continuer. À l'inverse de la faculté où vous venez pas, c'est à vous de vous débrouiller. Donc ça peut vous permettre aussi, ce BTS, de vous aider à passer d'un travail qui est très encadré à un travail qui est un petit peu moins encadré. Vous avez 2 ans de maturité aussi. Donc moi je trouve que c'est vraiment une formation formidable pour des élèves qui savent pas forcément ce qu'ils veulent faire et à la fois pour des élèves qui savent exactement ce qu'ils veulent faire. Parce qu'au moins vous avez une poursuite d'études et vous avez sécurisé un bac plus 2. Voilà. Même si on vous pousse à aller plus loin.
Pour compléter les informations de Madame Lombard de Buffière, donc en ce qui concerne les débouchés du BTS SAM, donc vous pouvez devenir aussi bien assistante de direction générale que assistante dans les ressources humaines ou dans le domaine juridique, en communication également, ou assistante commerciale. Ça sont les principaux métiers. Alors, BTS SAM, sachez qu'il y a 2 langues obligatoires. Ça fait partie des 3 BTS où vous avez 2 langues obligatoires, avec le BTS Tourisme et le BTS Commerce International. Donc, il faut une bonne pratique des langues. Et je dirais, et on vous aide à l'acquérir aussi au sein du BTS. Je sais qu'on en échange avec les collègues de ce BTS. Il faut une certaine culture générale aussi pour travailler demain avec des dirigeants d'entreprise. Donc, c'est ça. Bonjour, j'avais une question pour les BTS en alternance, surtout pour les NDRC et MOC. On a le droit de choisir un domaine commercial tant que c'est de la vente en MOC. On peut choisir ce qu'on veut là où on veut, ou on doit choisir un domaine particulier? Alors non, les BTS, il n'y a pas de spécialisation dans ces 2 BTS. C'est-à-dire que tout au long des 2 années, on va vous former aux différents types de ventes. Faire le BTS en alternance, c'est un choix, effectivement. Alors choisissez bien aussi votre rythme d'alternance. Il y en a au moins 3. Vous pouvez avoir des rythmes une semaine en entreprise, une semaine en cours. Vous pouvez avoir un rythme 2 jours, 3 jours. Donc 2 jours en cours, 3 jours en entreprise chaque semaine. Ce qui permet en tant que commercial d'avoir un suivi de ces contacts. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de dire à vos clients ou vos prospects, écoutez, non, je ne pourrai pas vous répondre avant 10 jours, ou pendant votre semaine d'absence, tous les contacts sont stockés. Donc vous avez un meilleur suivi effectivement en étant sur du 2 jours, 3 jours. Et vous avez aussi un rythme d'alternance qui, alors ça c'est plutôt à partir de la licence, mais qui est sur du 3 semaines en entreprise, 1 semaine en classe. Mais ça c'est plutôt à partir de la licence. Alors en général dans les établissements publics, vous êtes plutôt formé en initial à ces BTS, c'est-à-dire que vous êtes à temps plein en classe et vous avez vos 12 ou 16 semaines de stage au cours des 2 années de BTS. C'est un bon choix aussi de faire votre BTS en initial pour renforcer vraiment vos connaissances, vos compétences, etc. Donc vous avez des fondations solides. Et ensuite, de poursuivre en licence, master, à un rythme, en alternance, qui vous permet de prendre confiance en vous dans le domaine professionnel, mais d'occuper des postes avec des missions qui sont plus intéressantes et à plus forte valeur ajoutée. Forcément, quand vous êtes en première année de BTS, vous débutez. Les entreprises sont pragmatiques, elles sont prêtes à vous former, mais plus vous êtes opérationnel et rentable, entre guillemets, forcément, plus c'est intéressant pour elles. Donc, votre question, elle était aussi sur la typologie d'entreprise, je pense, à choisir. C'était ça. En fait, les typologies d'entreprise ne sont pas les mêmes en MCO et en NDRC. Oui. MCO, vous pouvez prendre toutes les boutiques qui vendent, dans lesquelles vous pouvez aller vous-même acheter. Ça va de la boulangerie, même si on aime moins que ce soit des boutiques alimentaires. Mais dans un centre commercial, vous pouvez prendre n'importe quelle boutique d'un centre commercial. Par contre, si vous choisissez une entreprise pour du NDRC, il faut qu'il y ait la notion de transaction, de négociation avec le client. Typiquement, une concession automobile, c'est tout à fait une boutique, pour le coup, mais qui est pour de la formation NDRC. Parce que vous n'allez pas rentrer dans la boutique et dire « j'achète la Porsche, allez, hop, ça y est, c'est fait ». Vous allez forcément, avec le vendeur, négocier, si ce n'est la couleur des sièges, la taille de la boîte à gants, enfin bon, ce genre de choses. Par contre, quand vous allez chez Sephora, vous allez acheter votre rouge à lèvres ou votre savon sans le négocier. Donc vous voyez, là, il n'y a pas les mêmes compétences à la fin. De toute façon, si vous choisissez de faire votre formation en alternance,
avant que l'entreprise et votre contrat d'alternance soient validés, l'équipe pédagogique va regarder ce que le patron vous propose comme mission. Et en fonction des missions qu'il vous propose, on va soit demander au patron d'élargir les missions, parce qu'on se rend compte qu'il y a des domaines qui vont vous permettre d'être validés, de passer votre BTS, qui ne sont pas abordés. Alors, on sait bien qu'en première année, vous n'allez pas faire toutes les missions de la fin du BTS, quel que soit le BTS du reste. Donc, en fait, on va regarder que sur les 2 ans, vous puissiez en entreprise valider toutes les compétences techniques nécessaires à votre passage en BTS. Voilà. Et ça, cet accompagnement sur les missions, ça, c'est le rôle du CFA et du lycée dans lequel vous allez faire votre formation. Parce que vous savez que l'alternance, en fait, vous allez travailler à 3. C'est-à-dire qu'il va y avoir le lycée dans lequel vous faites votre alternance, donc là où vous êtes formé. Vous allez avoir l'entreprise qui va vous donner votre travail, puisque vous n'êtes plus que étudiant, vous êtes principalement salarié. Et puis, il y aura le CFA, le centre de formation d'apprentis, qui, lui, va s'occuper de toute la partie professionnelle. Voilà. Donc, en fait, c'est un triome, voilà. Un triome avec lequel on va travailler, vous et nous. Voilà. Et alors, sur l'alternance, il faut quand même être un étudiant avec un profil un petit peu particulier. Vous ne pouvez pas choisir un BTS en alternance juste parce que vous voulez vous faire de l'argent. Ça ne marche pas. Parce que être en alternance, c'est à la fois être à l'école et à la fois être en entreprise. C'est mener de front une partie de sa tête et de ses semaines sur un métier et une partie en formation. Donc, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. Je vous rappelle qu'étant salarié, vous n'avez plus que 5 semaines de vacances par an. Donc, pendant les congés scolaires, vous êtes en entreprise. Pendant que les copains qui font le même BTS que vous, mais en initiale, ils sont en vacances, ben vous êtes en entreprise, vous travaillez. Donc, voilà, il y a des contraintes. On ne peut pas être absent comme ça. On est absent seulement avec un arrêt de travail du médecin. Voilà, parce que sinon, vous n'êtes pas payé. Vous séchez les cours, vous n'êtes pas payé. C'est-à-dire que le lycée prévient l'entreprise et l'entreprise vous retire une journée de salaire. Vous voyez, vous n'êtes plus étudiant, vous êtes un salarié en formation et ce changement de statut est très important. Alors, nous devons, la dernière question, parce que nous devons libérer la salle pour une autre conférence qui débute à 15h. Donc, c'est vraiment la dernière question. Bonjour. En fait, j'aimerais savoir, après un BTS CI, si, par exemple, j'aurais des envies de directement arrêter l'école, est-ce qu'on pourrait... ce serait quoi les débouchés juste après, en termes de métier ? Alors, en termes de métier, comme on vous l'a expliqué, le BTS-CI, c'est beaucoup sur les métiers de l'import-export. Donc, vous allez travailler pour gérer soit des projets internationaux en entreprise pour commercialiser certains produits, soit adapter le produit à des différences culturelles ou gérer l'aspect logistique. Vous allez travailler dans des sociétés de transport maritime, à la CGM par exemple. Enfin, il y a des grosses compagnies de transport de containers internationaux. Vous allez travailler dans tout ce qui est droit de douane. Voilà, donc dans l'import-export. Et le BTS-CI est très axé justement sur tout ce qui est logistique et gestion de l'import-export. Il faut quand même savoir que si vous vous arrêtez à la fin du BTS, qui est tout à fait possible, ça va prendre plus de temps pour vous dans votre carrière d'arriver au stade de l'encadrement des équipes. C'est-à-dire qu'à la sortie d'un BTS-CI, vous allez être sur des tâches, sur de l'exécution de tâches. Vous n'allez pas pouvoir prendre des décisions stratégiques et vous n'allez pas pouvoir encadrer des équipes. Ça, ce sont des poursuites des entrées dans le monde du travail sur plutôt des licences et des masters. Donc, il faut juste que vous soyez clair avec ça. Tout à fait. Alors, il y a bien d'autres BTS dont on n'a pas eu le temps de parler. S'il y a des questions individuelles, n'hésitez pas.
Mais voilà, nous devons libérer la salle. Vous voyez, il y a d'autres intervenants qui vont intervenir à 15h. Donc, merci pour votre présence et merci à mes deux collaboratrices. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.